matin. Tu es à l'école. Ah, ils rigolent. Il y a trop de laisser aller là-bas. Il faut mettre le pressing sur la jeunesse. Vous allez voir. Vous allez voir que tout va changer dans le pays là. Qui va venir les prendre pour aller danser Biama là? Ils vont expliquer ça aux gens. Qui va les prendre pour aller danser Biama? Ils vont expliquer ça aux gens. Et tu vas à l'école là, tu es payé pour ça. Hein? Et quand le patron paye ton salaire là, c'est dedans. L'État participe. Tu es payé pour ça. Tu es payé pour ça. Tu es payé pour aller à l'école, tu es payé pour aller travailler. Il faut mettre ce pressing là. Il faut dire à tous ces jeunesses là qu'il y a toujours de l'espoir. Vous allez voir que les choses vont changer. Et c'est de cette Côte d'Ivoire là nous parlons. Et nous allons faire tout ce qui est à notre disposition. Nous allons mettre tout en place pour que ça existe dans ce pays-là. Voilà. Étoile. Ouais, Wow. On y va. allez donc. Je voulais juste te faire remarquer un truc. Oui. Regarde par exemple. J'ai regardé une vidéo d'un jeune Nabibo. Je sais pas ton écran. Il y a écho. Il y a écho. Ouais, quand je parle, je m'entends. Non, c'est pas. C'est toi. Attends. C'est toi, on t'entend très mal. Je pense que tu as. C'est mes écouteurs. Attends, j'enlève les écouteurs. Là, c'est bon? Tu m'entends? Voilà. Donc, je regardais une vidéo d'un jeune là qui est en train de filmer parce que je crois que la petite pluie qu'il y a eu à Abidjan là, il est en train de filmer. Donc, il y avait les ordures, plein d'ordures comme ça qui passaient, les trous et tout ça là. Mais t'imagines un peu, si chaque mairie, genre, formait des jeunes, tu vois les jeunes qui, on va dire, qui traînent ou bien qui ne font rien là. Si chaque mairie, par exemple, formait les jeunes et puis pour pouvoir nettoyer, genre les formait quoi, bien formés pour pouvoir nettoyer leur ville déjà. Ou bien, pour pouvoir nettoyer leur ville là, ça allait permettre encore d'assainir le cadre de l'environnement. Et eux, ils allaient travailler, ils allaient pouvoir gagner de l'argent. Donc la mairie gagne et les jeunes, ils gagnent aussi. Et en plus de ça, la mairie peut aussi signer des partenariats avec des pays comme la Chine, parce que eux là, ils fabriquent les machines à moins de coûts. Donc ils prennent les machines en gros, parce que quand c'est des contrats d'État à État là, il y a un quota. On peut te faire ça moins cher. On te fait ça un quota. Par exemple, si tu veux prendre, je dis n'importe quoi, 100 machines, on peut te faire un prix. Tu comprends, non? Donc, si les jeunes, si les mairies, là, avec l'argent des taxes et tout ça, là, qu'ils prennent, et puis le peu d'argent que l'État les subventionne, là, ils peuvent prendre des machines avec la Chine, avec des pays, et puis former ces jeunes-là, pour que ces jeunes-là puissent utiliser les machines-là, par exemple, pour balayer les rues, nettoyer les rues. Ça va permettre à ces jeunes-là d'avoir du travail. Ça va assainir la ville, et puis ça va, franchement, c'est tellement facile. Je ne sais pas comment eux font pour ne pas arriver à faire ça. Les jeunes vont rester là, tourner, aller s'asseoir dans les ghettos et tout. Ils vont venir taxer les mamans et tout. Mais l'argent des taxes, là, comment tu peux comprendre qu'un maire, lui seul, il roule dans une voiture de 100 millions? C'est quoi le projet? Ici, là, mon maire, là, il se promène à vélo. C'est pas grand, tu vois. Tu le vois, il sort, il se balade à vélo. Tranquille. Mais ils ne peuvent pas faire ça pour les jeunes, là. Même s'ils ne sont pas allés loin à l'école. Est-ce que formation, là, tu as besoin d'avoir un cerveau comme, je ne sais pas moi. Non. Ça peut commencer même par les collectivités déjà. Mais les mairies, là, ils font quoi? Ils font rien du tout. Les jeunes vont aller s'asseoir dans les ghettos, aller danser Biama, c'est tout. Pourtant, même simple ordure, là, ça peut faire que ça peut leur donner du boulot. Mais ils ne veulent pas. Les quartiers sont sales, les trous. Quand j'ai regardé la vidéo, là, j'étais tellement dégoûtée. Mais, et après, on se plaint que le paludisme tue en 2025. Étoile. Vous formez des enfants 2 ans. Après, vous les permettez dans une autre ville. Et vous créez une entreprise là-bas de nettoyage, nettoyage dans la ville. Les enfants vont habiter là-bas, ils vont faire des enfants là-bas, ils seront payés par l'État de Côte d'Ivoire. Ça va créer du boulot, ça va créer encore d'autres. C'est-à-dire que ça va permettre aux enfants d'évoluer là-bas. Vous les formez encore, vous envoyez, vous les dispatchez un peu dans la, voilà, pour qu'ils, voilà.
Au fait, pour moi, c'est des petites choses. Vous créez des si l'enfant fait une formation de plomberie, mais vous créez une société de plomberie quelque part là-bas. Voilà, ça embauche l'enfant là-bas qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire. Ils peuvent donner 100 000 francs à un enfant par mois parce qu'il travaille. Ils peuvent faire. Ils peuvent donner 150 000, 200 000 par mois. Regarde, salon de coiffure, ils ont mis combien de millions dedans? Simple salon de coiffure. Et puis tu vois ce genre de projet-là, l'unique, ce genre de projet-là, si c'est toi qui va avec ça, tu cherches des partenaires ici, en Europe, et tu vas avec ce genre de projet-là, c'est les mêmes là qui vont te combattre. Oh, pourtant, toi, tu vas pour aider tes frères. Mais c'est les mêmes là qui vont te combattre. Les mêmes autorités, les mêmes gars là. C'est eux qui vont te combattre. Et puis, ils vont voler ton projet. De un, ils volent ton projet, mais ils vont même pas faire le projet. Ils vont voler ton projet, ils vont prendre ça, et puis ils vont mettre ça dans le placard. Et en même temps, ces jeunes-là, ils continuent toujours de déjà. Tu vois? C'est méchant, quoi. C'est méchant. En fait, nos dirigeants, là, quand tu les regardes, tu as l'impression que ce sont nos sorciers, même. Clair, même. Sinon, ça, là, c'est pas sorcier pour faire ça. Ils sont tout là, là. Ouattara, lui, sur son budget de souveraineté, c'est combien de milliards? Pour acheter simple machines pour nettoyer les villes, là, c'est combien? Même 100 millions, là, tu as combien de machines? Ça fait pitié. Non, mais ce que tu dis, et puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est là que tu comprends que le mal, il est profond, en fait. C'est là que tu comprends que le mal, il est profond. Ça, c'est des choses, là. Quand tu aimes ton pays, là, tu n'as même pas besoin qu'on te paye pour que tu fasses ça. Moi, c'est des choses, moi, ce sont mes ambitions de voir tous les jeunes matins aller à leur formation. Et puis, quand ils reviennent, la semaine prochaine, ils vont travailler. Et puis, l'État les paye. Parce que si l'État peut, en tout cas, s'asseoir, puis voir des gens détourner des milliards dans le pays sans réagir, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Si un président peut être payé 1 milliard par jour, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Moi, c'est tout mon souhait. Permuter des jeunes, leur permettre de quitter Abidjan, aller dans d'autres villes, faire leur vie. Permettre de construire des logements sociaux un peu partout. Former des mamans pour ouvrir, comment on appelle ça, des foyers de vieux, comment on appelle ça, de personnes âgées là. Un peu partout dans les villes d'Abidjan. Former des mamans, aller à vivre là-bas. Voilà. Le papa aussi, former des papas pendant des trucs et tout. Ça, c'est des choses, on ne doit même pas dire qu'il y a excuse à ça. Parce qu'on a beaucoup d'argent pour faire. Un jeune qui fait une formation, là, il fait la formation. Il y a des profs pour ça. Si la formation se trouve à Yamoussoukro, là, l'État doit faire déplacer. Attends. Moi j'étais où? J'étais à... Je ne sais pas si vous connaissez Nancy. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Nancy, en France. Moi, je vois Nancy. J'étais là-bas. On m'a pris, parce que ce que je voulais faire là, on m'a pris, on m'a envoyé jusqu'à Annecy. Mais imaginez la distance de Nancy jusqu'à Annecy. Parce qu'ils savent que là-bas, là, je peux faire ma vie tranquillement, tout et comme ça. Tu peux prendre un enfant à Abidjan, la voir à Korogo, si tu mets tous les moyens à sa disposition, il ne va jamais vouloir quitter Korogo. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la décentralisation. Décentralisation, merci beaucoup. Tu peux prendre un enfant, l'envoyer à Man, si tu mets tous auprès de lui, là, il ne va jamais vouloir venir à Abidjan. Parce qu'il sait qu'il a Man, là, il travaille, il a son salaire, il est payé par l'État, il a sa carte bancaire, chaque mois, il s'en tire son argent, il peut payer sa maison facilement. Tout le monde va quitter Abidjan. C'est parce qu'Abidjan entassé, mais ils sont là, ils voient les gens venir à Abidjan, les gens sont ça entassés là, les gens ne vivent même pas. Et puis ils acceptent ça. J'ai dit l'unique, même tu vois les trucs, les concours comme les CAFOP, les trucs comme ça là. Ça aussi, ça doit être décentralisé. Ça doit être bien décentralisé même. Et deux, l'État devrait être capable de pouvoir, financer des Ivoiriens qui pourront décentraliser ça aussi au sein même d'Abidjan, au sein de toutes les autres villes. Je m'explique. C'est-à-dire créer un partenariat privé-public de sorte à ce qu'on puisse construire d'autres écoles en dehors de, comment on appelle ça, de l'école qui est à Cocody là, qui va avoir le même rendement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, c'est semi-privé, mais ça a le même rendement. Parce que
tous ceux qui passent concours de CAFOP qui bénéficient du concours là, ils ne peuvent pas tous aller, par exemple, à Cocody. Tu comprends, non? Donc, si on a d'autres structures qui sont pareilles que celui de Cocody là, on peut orienter, c'est comme si on orientait les jeunes étudiants fonctionnaires de l'État là, dans les structures comme ça, mais c'est semi-privé quoi. Et semi-privé là, c'est pour un Ivoirien qui est en partenariat avec l'État. Tu comprends, non? Donc, au lieu d'avoir des personnes qui ont la qualité de pouvoir avoir les concours de CAFOP et on va leur refuser parce qu'il n'y a pas de place là, on peut les envoyer là-bas. Tu comprends, non? Donc, celui qui passe son concours de CAFOP qui a le mérite de l'avoir, s'il n'y a pas place à Cocody là, on peut l'envoyer à Bégerville. Si on crée une même structure comme ça, on peut l'envoyer à Boaké. Si on crée une même structure comme ça, tu comprends, non? Donc, au lieu de refuser des places aux personnes parce que l'école ne peut pas prendre plus de places là, ou mettre des personnes seulement parce qu'on les connaît là, on a la possibilité de prendre beaucoup plus de monde. Et ça fait que dans toutes les villes là, il y aura des fonctionnaires publics de l'État et ça va faire que quand ils sortent comme ça là, on les met sur tout l'étendue du territoire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais j'arrive pas. Hé, Seigneur, il faut comment? Nos parents qui font des travaux champêtres là, commander des Caterpillar ou bien des machines en Chine. Toi, si eBay, combien de machines l'a commandé? Et combien de milliers il a fait ça? Nos parents qui cultivent le riz, de temps en temps, je ne sais pas quoi là. Commander des machines en Chine, en blinde, partager au moins dans chaque village. Pour commencer à s'auto-suffire. Ça là, c'est sorcier. C'est-à-dire, nos dirigeants sont méchants. Ils sont animés d'une méchanceté qui n'en dit pas son nom. Je jure qu'ils sont très méchants. Voici eBay. Il a eu besoin de combien pour commander une centaine de machines pour tout ce qui est... Des tracteurs. Des tracteurs, merci beaucoup. Pour tout ce qui est riz, je ne sais pas moi. Il a eu besoin de combien de milliards pour faire ça? Ils font même le blé. Hein. Et puis ils font le blé maintenant. Ils font avocat, cacao, tout ça maintenant. Ouais. Ils font tout maintenant. Il a eu besoin de combien pour faire ça? Alors qu'ils sont assis à Abidjan là-bas, ils ont tout l'argent des Ivoiriens. Ils ont tout l'argent des Ivoiriens. Ferme ton micro, champion. Quand tu montes sur un panel, pardon, parce qu'elle est là, c'est sérieux même. Ils ont tout l'argent des Ivoiriens. Ils essaient même pas de nous aider un peu. Ils n'essaient pas de nous aider. Et puis on est là. Nos parents même qui sont au village encore là, c'est encore grave dans tout ça. Ah oui. Ouais, oui, on dit quoi? Je suis Camerounais l'unique. J'aime bien ce que tu fais et c'est dans le même combat que nous sommes actuellement au Cameroun. Toi-même, tu connais ce qui se passe actuellement au Cameroun. Oui. Avec que nous-mêmes, on nous interdit de pas descendre à l'aéroport là-bas, mais on essaie de faire ce qu'on peut. On a un peu peur de ça. Mouiller, c'est mouiller. Je voulais aussi dire par rapport concernant, je sais pas comment je peux appeler le genre d'être humain là, Makosso. Makosso, c'est quelqu'un juste que il est là pour distraire le peuple. Et il est là aussi pour faire ce qu'on lui a demandé de faire, le gouvernement. Il n'est pas là pour les bons œufs du peuple ou bien pour voir le peuple heureux. Non, il est là pour une mission. Et là, il est en train de vouloir contrecarrer tous les Johnny Pacheco, vous-même que vous êtes en train de parler. Il est en train de mettre tout en marche pour que demain, vous-même, vous rejetez votre pays. Parce qu'on va plus vous laisser rentrer au pays. Mais je vais dire quelque chose. Makosso, lui, c'est quelqu'un qui est déjà sacrifié. Et il va reprendre de ses actes devant, non seulement devant la Côte d'Ivoire, mais devant l'Afrique aussi en général. Parce qu'il va plus venir au Cameroun. Lui, il fait ses bêtises, il croit qu'il va encore... Il ne vient plus au Cameroun. Nous, on ne veut plus le voir au Cameroun. Parce que un être humain comme c'est, je ne sais pas comment il peut parler. Un être humain comme ça, je suis un anglophone, hein. Moi, je suis un anglophone, mais je parle un peu, je me débrouille pas mal en français. Un être humain comme ça ne mérite même pas
vivre, être avec des êtres humains dehors, comme s'ils méritent être incarcérés, seuls, isolés. Parce que celui-là, c'est un diable. C'est un diable. Et je veux juste aussi augmenter en disant beaucoup de courage unique et beaucoup parce que le Cameroun aussi, on vous soutient. On vous soutient beaucoup, beaucoup. On voit ce qui se passe là-bas, mais comme pour nous-mêmes là, on est dedans d'abord, mais on vous soutient. Il faut que... c'est l'Afrique, c'est la famille et nous pouvons seulement retirer ces dictateurs-là. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nous... On veut ça. On ne veut pas rester toujours nous chiffonner à l'extérieur, qu'on n'a rien, pourtant on a tout dans nos sols. Mais on souffre. Mais quand on voit quelqu'un comme Ibrahim Traoré, les gens comme ça qui essayent de vouloir un peu déconscientiser le peuple, on essaye de vouloir nous distraire. Il y a toujours eu un Judas parmi les Africains. Mais cette fois-ci, nous sommes au 21e siècle. Je pense que presque tous les Africains ont déjà compris l'enjeu politique. Et ils ont déjà compris ce qui se passe. Même ceux qui n'ont jamais fait la politique, ils peuvent quand même imaginer et voir tout ce qui se passe. Et que nous avons besoin de notre Afrique. Notre Afrique nous appartient. Il n'y a pas un Occident, il n'y a pas quelqu'un de l'Occident qui va venir construire notre Afrique à nous. Non. Emmanuel Macron a dit, il est là pour ses intérêts. Il s'en fout de vous. Si vous voulez vous avancer ou pas. Tant que il est là pour son intérêt, il prend ce qu'il a à prendre. Il s'en fout du reste. Et c'est normal. Nos chefs d'État, ce ne sont pas des sous-préfets de la France. Ce sont les chefs d'État. Mais les gens, si on ne les qualifie pas des chefs d'État. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de valeur. Ils sont là juste comme ça. Et moi, je vais dire, continuez à soutenir ceux qui sont là pour l'Afrique, ceux qui sont là pour la liberté, ceux qui sont là pour la liberté de l'Afrique. On va être avec eux, les Johnny Pacheco, tous là, vous les uniques, tous ceux qui sont là, même Ziggy qu'on a arrêté là, nous sommes là. On vous donne aussi beaucoup de courage. On vous dit beaucoup de courage. Merci beaucoup, frère. Merci, on est ensemble. Ok, merci. Voilà. Bonsoir à vous et bonne continuité. Merci beaucoup, merci. Franchement, quand la balle vient de là, en tout cas, ça vient d'ailleurs, franchement, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est pour dire simplement qu'on n'est pas écouté par tout le monde. Si vous comprenez, on est écouté par tout le monde aujourd'hui. Et les gens attendent qu'on gagne ce défi-là. On gagne vraiment ce défi-là. Mais et toi, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que nos États, là, tout ce qu'on a énuméré, là, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire ou bien c'est juste parce qu'ils sont de mauvaise foi? La mauvaise foi, mais je ne dirais pas que c'est de la mauvaise foi. Je pense que c'est un processus dans lequel l'Afrique a été mis, bon, nos États, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui nos États, c'est des créations de Berlin qu'on nous a imposées, tu vois. Donc, on a imposé un système d'Africains, on va dire d'Africains et particulièrement d'Ivoiriens, qui sont des consommateurs. Est-ce que tu comprends? On a créé des Africains qui passent leur temps à consommer, qui ne sont pas productifs. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est dans ce système-là, qu'on nous a maintenus. Et aujourd'hui, là, le processus, il faut qu'il change. Parce que c'est comme un ordinateur. Quand tu vois que l'ordinateur est planté, là, tu réinitialises. Tu comprends, non? Tu réinitialises le processus. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes. De la colonisation jusqu'à arriver à les pseudo-indépendances, on nous a mis dans une moule. Tu comprends, non? On nous a mis dans une moule et il y en a qui se sont battus pour sortir de cette moule-là. Et ça a permis à ce que, bon, d'autres aient pu négocier pour qu'on puisse avoir cette pseudo-indépendance-là. Mais une Afrique ou une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens auront la capacité de pouvoir être des milliardaires ou des multimilliardaires n'arrange pas ceux qui empêchent ces Ivoiriens. Puisque quand les Ivoiriens vont être milliardaires, par exemple, les Ivoiriens vont consommer ivoirien. Et ça n'arrange pas les autres. Parce qu'on va devenir... il y aura de la concurrence. Mais une concurrence qui va aller à notre avantage puisqu'on va consommer nous-mêmes. Donc, ça n'arrange pas les personnes qui sont en haut.
Et les différents présidents, les chefs d'État qui sont dans nos pays, sont des chefs d'État qui ont été mis, bien évidemment, pour continuer ce processus-là de maintien d'Africains consommateurs. Est-ce que tu comprends? Ce qui me dit simplement que l'objectif, c'est de ne pas que l'Africain soit indépendant. Mais c'est tout à fait ça. Sinon, comment tu peux imaginer que toi et moi, on n'a pas fait Sciences Po, mais on arrive à comprendre ça? Et pourtant, eux, ils sont des, entre parenthèses, entre guillemets, des plus grandes universités en passant par Londres, Paris, New York, Manhattan, Singapour et autres. Donc, c'est un système dans lequel on met les Africains, en l'occurrence les Ivoiriens, pour ne pas que ces personnes-là puissent émerger. Parce que si on émerge, on devient une concurrence pour eux. Et cette concurrence-là sera bénéfique pour nous. Donc, on n'a pas besoin de trucs. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils font exprès, l'unique. Ils font exprès. Ils savent. Sinon, avant que Ouattara n'arrive là, il y avait un projet qui était sur la table. Oufou avait fait un projet. Côte d'Ivoire dans 50 ans, dans 60 ans. C'est pour ça qu'on dit que l'État, c'est une continuité. Il y avait un projet qui était sur la table. L'argent avait été déjà décaissé. Quand Bédié est arrivé, Bédié, il allait à Singapour. Mais tiens-toi bien compte. Le Malawi, là, en 1960, là, la Côte d'Ivoire était devant le Malawi. Ah oui. Au fouet, malgré tout ce qu'il a fait, là, il avait fait un deal où, pour lui, là, il avait misé plus sur la formation, la qualification des Ivoiriens. Parce qu'il avait compris que un peuple qui est qualifié est un peuple qui est outillé pour son développement. Et ça, c'est le secret, même les Occidentaux. Ils qualifient, ils forment. Parce que quand on te forme, on te donne des qualités que quand tu as, ça te permet d'améliorer ton écosystème, d'améliorer où tu vis. Et ça a forcément des retombées bénéfiques pour ta société. Tu comprends ou pas? Donc, eux là, ils veulent des Africains consommateurs. Des Africains qui seront milliardaires peut-être, mais qui vont être obligés d'aller acheter des... Bon, je n'ai pas dit le nom des marques ici, mais des Mercedes ou bien des Ferrari. Est-ce que tu comprends? Mais si on a des Africains qui fabriquent dans le même temps des voitures comme des Mercedes ou des Ferrari, les Africains vont aller payer là-bas, puisqu'ils vont faire ça moins cher. Regarde en Chine, par exemple. Les Chinois, là, ils te fabriquent des voitures copies conformes, mais 2 fois, 3 fois moins cher. Est-ce que ça ne bénéficie pas aux Chinois? Ça bénéficie. Il y a toutes les marques, il y a tous les prix. Toi que ton agent peut aller payer voiture de 1 million de dollars, tu vas payer voiture de 1 million de dollars. Toi que ton agent peut payer voiture de 500 000 yuan ou quoi là, tu payes. Mais c'est les mêmes commodités qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc, on te donne le choix de pouvoir faire, de pouvoir acheter où ton argent arrive. C'est la compétition. Le monde même, là, c'est la compétition. Mais nous, là, on n'est pas compétitifs. On n'a pas encore... Moi, je n'ai pas encore vu des Africains même, depuis ils sont sortis même dans les Forbes américains. Pour dire qu'ils vont être à la 2e ou bien à la 3e place. Et pourtant, nous sommes super riches. Le Botswana, oui, c'est des diamantaires. Oui, le Botswana, c'est des diamantaires, ouais. Est-ce que tu comprends? Mais nous, là, franchement, je pense que ce processus qu'on a entamé, là, c'est le processus de la vraie liberté. Et à partir de là, on va poser les jalons nous-mêmes. On va poser les jalons nous-mêmes de ce qu'on veut, en s'appuyant sur nous-mêmes, nos propres ressources et sur nous-mêmes, nos propres connaissances. Je pense qu'on a tellement calqué pour les autres qu'on s'est perdu dedans. On n'a rien. En fait, aujourd'hui, en Afrique, là, quand tu regardes les Africains, ils ne se basent pas sur ce qu'ils ont. Ou bien sur les choses, comment on appelle, sur leur propre histoire. Tout ce qu'on a, jusqu'à l'enseignement, jusqu'à l'éducation, sont des choses qui sont quittées ailleurs. Et le professeur Joseph Kizerbo a fait un beau travail dessus. Tu veux perdre un peuple,
détruit son éducation. Et eux, ils le savent, ceux qui sont à la tête de nos pays. Ils font exprès de le faire. Parce qu'ils n'ont pas besoin des Africains qui réfléchissent. Ils n'ont pas besoin des Ivoiriens qui ont la capacité de devenir des milliardaires. Sinon, on n'aura plus de coups d'État, on n'aura plus des gens qui pratiquent le népotisme à outrance. C'est ça, mon frère. Mais, une chose, Freeze, qui pose ta motion, s'il te plaît. Pose ta motion, comme ça je vais poser ma question derrière. Non, en fait, c'est quand le gars était monté qui parlait là, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me dis que aujourd'hui, on nous dit que le président Laurent Gbagbo est démis de certains de ses droits. Pendant qu'un évadé des prisons se permet de crier sur tous les réseaux sociaux, il voyage partout où il veut. Il voyage partout, il veut faire tout ce qu'il veut. On ne l'inquiète pas. Et puis, on veut nous faire croire que un ex-président n'a pas les mêmes droits que un certain Makosso. C'est ce qui m'est venu à l'esprit quand le gars parlait de Makosso là. C'est ce que j'avais voulu dire. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais moi, j'ai une question encore qui me taraude l'esprit. Hein. Voilà, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Ça fait 15 ans le RDR là. 15 ans, 42 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qui les a fait échouer dans tout ce qui est social en Côte d'Ivoire? Hein, Étoile, comment toi tu vois ça? Qu'est-ce qui les a poussés à échouer dans le social en Côte d'Ivoire? Non, mais si tu regardes bien même le RDR, bon, c'est un parti libéral, hein. C'est le capitalisme. Donc, dans le capitalisme, tout ce qui est social, c'est pas trop leur préoccupation. Hein. Les capitalistes, c'est plus des gens de business. C'est des gens qui sont ils favorisent plus les entreprises et tout ça. Donc, c'est normal qu'ils n'accentuent pas leur projet sur le socialisme. Mais en Côte d'Ivoire, Ouattara peut pas faire du social. Parce que Ouattara ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas Ouattara qui prend des décisions pour la Côte d'Ivoire. Non. Sinon, si c'était Ouattara qui prenait les décisions pour la Côte d'Ivoire, il n'allait pas dire que j'attends, je vais réfléchir. Et puis, il vient à l'Élysée et quelques semaines après, il vient dire aux Ivoiriens qu'il est candidat pour un 4e mandat. C'est pas possible. Donc, partant de ce fait, Ouattara ne peut pas mettre un programme qui va aller dans le sens des Ivoiriens. Si on se base sur ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, qu'il faut qu'on crée une société de consommateurs que de créer une société de producteurs. C'est pour ça que la vie sera de plus en plus chère en Côte d'Ivoire. Parce que ce sera ceux qui sont forts qui auront le pouvoir. Et quand ceux qui sont forts ont le pouvoir, bien évidemment qu'ils asphyxient ceux qui sont faibles. Tu comprends? Donc, Ouattara a échoué parce que, bon, c'est pas un échec, hein. C'est pour ça qu'on l'a mis à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a combattu Gbagbo Laurent. Donc, il joue un rôle, au fait. Il joue un rôle. C'est tout à fait logique. Sinon, comment tu peux comprendre que dans d'autres pays, on condamne les 3e mandats, on condamne les putsch, et dans d'autres pays, on les plébiscite. Comment tu peux comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on nous dit que le 3e mandat était cas de force majeure. Or, pourtant, on sait que ça va aux antipodes, ça va contre même ce qu'on appelle la Constitution qui est l'âme d'un État. Et ceux qui sont démocrates, ceux qui sont démocrates, par exemple, comme la France, ils savent qu'ils ne peuvent pas accepter ça chez eux. Mais comme nous, les Africains, on n'est pas souverains,
On nous impose une façon de faire. Et comment ça se passe? On utilise des valets à la tête de notre pays qui vont nous servir de bourreaux pour empêcher le peuple de s'exprimer et pour faire passer ce qu'eux ils veulent. Aujourd'hui, tous les marchés, tout ce qui est en Côte d'Ivoire là, mais c'est eux qui détiennent. On parle des Libanais, mais les Libanais c'est des prêtres, non. Les premiers qui sont venus en Côte d'Ivoire là, c'était des Libanais. Après le colon. Et eux, ils travaillaient pour le colon. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, mon frère. Donc, ce n'est pas Ouattara qui dirige le pays. C'est une marionnette. Ce n'est pas lui. Même aujourd'hui, là, si Ouattara dit lui ne veut pas faire 4e mandat, que ceux qui l'ont mis à la tête du pays lui disent tu vas faire le 4e mandat, là, il va le faire. Parce que c'est un pacte. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que chaque fois, il dit Ouattara a bugué en 60. Parce que dans les années 60, là, c'est comme ça les Omar Bongo là fonctionnaient. Et c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Ok, d'accord. Franchement, bon, tu as dit que Ouattara est une marionnette. Bon, après, c'est connu. Hein. Mais est-ce que la politique libanaise en Côte d'Ivoire est liée au patron d'Alassane Ouattara? Mais bien sûr, bien sûr. C'est ce que je viens de te dire tout de suite là. C'était les premiers à venir après le colon. Bien sûr. Bien sûr. Comme je te dis, eux, c'est des prêtres, non. C'est des prêtres, non. Avant les Macoris et consorts là, c'était pour les Whites. C'est les Whites qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, là, c'est eux qui rachètent. Pourquoi? Parce que si tu te rappelles bien, les Whites ont dit quoi? Qu'il faut qu'on ait une nouvelle approche des pays africains. Donc, une nouvelle approche là, on peut utiliser un cheval de Troie. C'est-à-dire, c'est le même cas comme par exemple ce qu'on a appelé le 43e Bima. On fait semblant de déplacer le 43e Bima, sauf que le 43e Bima est toujours en Côte d'Ivoire, quoi. Mais d'une autre façon, d'une autre manière. C'est ça, les Libanais. Tu comprends? Oui. Donc, c'est eux qui... En fait, c'est eux, en fait, le noyau, le point Donc, ça veut dire simplement que nos gouvernements sont à la solde des Libanais. Non, mais en fait, moi, je pense que non, on donne trop d'importance aux Libanais même. Ils sont rien même, sincèrement. Ils sont rien. Ceux qui sont à la tête de tout ça, là, c'est ceux qui ne veulent pas... Ils ont combien de pourcents dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Je sais pas. C'est des prêtres. Non, toi, tu es sûr que dans pays où c'est les whites qui décident, ou bien c'est le colon qui décide, là, il va accepter que quelqu'un d'autre soit plus grand que lui. C'est une couverture. C'est eux derrière les liboules. Pour ne pas qu'on dise que... En fait, c'est comme si on les envoyait comme des kamikazes, quoi. Tu comprends? Parce que le Liban aussi, là, c'était un territoire français. Hein. C'est les Français qui les ont... Ils sont juste là pour faire le sale boulot. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je dis que le réel problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un problème de souveraineté. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. C'est un problème de souveraineté. Et quand on est souverain, là, on a la capacité de prendre sa propre décision, sans pour autant avoir des injonctions d'autres peuples, d'autres pays. Je prends toujours l'exemple de l'Indochine. L'Indochine était un territoire français. Ils se sont battus, ils ont récupéré leur indépendance. Ils sont devenus Vietnam. Ils se sont battus encore contre les Américains. Ils ont récupéré encore leur indépendance. Mais en 2023, ils ont signé un partenariat de business avec la France. Ou dans ce partenariat-là, c'est eux qui ont imposé leurs clauses. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Et quand c'est comme ça, là, tu es productif. Quand c'est comme ça, là, tu peux t'occuper de ton peuple. Donc, c'est ce processus-là qu'on doit entreprendre. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour le fait qu'on se renferme sur nous-mêmes. Mais je suis pour le fait qu'on puisse s'ouvrir au monde. Parce que tous les pays le font. Pourquoi pas nous? Est-ce que tu comprends? Pourquoi pas nous? Et c'est ça le véritable problème.
On ne peut pas rester là encore en plein 21e siècle où on va nous imposer une façon de faire. Mais on utilise des Africains pour faire passer ça comme si c'était des Africains qui se faisaient la guerre entre eux, Africains. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous contre nous. C'est nous contre d'autres qui utilisent les nôtres pour faire le sale boulot. Donc, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas les libres. Non. C'est bien plus grand que ça, mon frère. Ah ouais, d'accord. Si c'est Ali, tu as quelque chose à dire? Ah, moi, je vais vous poser des questions seulement. Genre... Parce que je vais vous poser des questions comme ça. Vas-y. Ok. Déjà, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Quand ça touche l'économie, j'aime bien ça. Parce que, comme j'ai dit, le gouvernement de la Côte d'Ivoire ment beaucoup aux personnes. Parce que comme la jeunesse... On t'entend un peu faiblement, hein, je ne sais pas. Ah, ok. Vous m'entendez là maintenant? Là, c'est bon, là, vas-y. Ok. Donc, je disais, la chance du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est que la jeunesse n'est pas assez outillée en termes de ce que c'est l'économie. Donc, vous avez un président qui vous ment, qui vous donne des chiffres et qui vous parle de libéral. En réalité, la politique libérale, c'est pas seulement pour favoriser les marchés publics, mais c'est de soutenir la société. Parce qu'il faut savoir que toute politique économique est faite en réalité pour soutenir son peuple, qu'elle soit libérale ou socialiste. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, ils font pas de politique libérale. Ils font du cartel économique. Mais on vous fait croire qu'ils font de la politique libérale. Parce qu'ils vont parler de PIB, ils vont parler de PNB, mais jamais ils vont vous parler de l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire. Quand vous avez tenu vos propos, vous avez mentionné le fait que lorsque vous êtes parti en Espagne ou certains vont en Espagne, il y a le fait que le pays s'occupe de ces personnes-là. On les donne un logement, on les donne de la nourriture et on les donne une sécurité sociale. Et la sécurité sociale est le fondement même de l'économie, qu'elle soit libérale ou qu'elle soit, si vous voulez, socialiste. La preuve, Trump c'est un libéral, c'est un parfait libéral, c'est un businessman. Mais regardez les accords qu'il prend. Il prend des accords qui favorisent le peuple américain. Même quand les démocrates viennent au pouvoir, ils prennent des lois qui favorisent le peuple américain. Je vous donne un exemple. Lorsque Biden arrive au pouvoir, il signe ce qu'on appelle le Biden Scholarship. Lorsqu'un Américain va à l'université, on paye la moitié de sa scolarité. Trump aussi est allé loin. Il a demandé aux universités américaines de baisser les coûts scolaires pour les Américains et de engager plus d'Américains que d'étrangers dans les universités comme les Harvard, les Oxford et autres. Donc, en réalité, ce gouvernement qui est en place ment sur tout. Fait du maquillage économique. Pour vous dire, lorsqu'on fait de la politique libérale, on permet à tout le monde d'investir, d'avoir un marché, de pouvoir s'enrichir. C'est ça le libéralisme. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État adopte un protectionnisme dans son libéralisme. C'est-à-dire, on fait de telle sorte que ce soit l'ivoirien d'abord. Raison pour laquelle vous allez en Chine, vous allez en Turquie, vous allez même au Liban, vous allez même à Dubaï, vous allez au Qatar. Si vous voulez investir, ils vont vous donner des obligations. Ils vont vous dire, par exemple, si vous voulez faire une entreprise, il faut que le directeur général soit chinois. Si vous voulez ouvrir une boutique, il faut que votre réserve ou votre capital soit à moitié chinois et à moitié étranger. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une sécurité. C'est comme ça au Maroc. Au Maroc, c'est pareil. Voilà. Donc, il y a toujours une sécurité nationale, qu'elle soit socialiste et qu'elle soit libérale. Mais ce que eux, ils font, c'est quoi? En réalité, c'est de la mafia. C'est-à-dire, vous avez parce que dans la mafia, vous avez une structure et la tête de la structure, c'est le don. Ce qu'on appelle le don, c'est-à-dire le parrain. Le parrain, c'est la France. La France-Afrique comme Étoile l'a mentionné. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est l'histoire. Dans l'histoire de la France, vous avez la France-Afrique qui a été élaborée par M. de Gaulle et qui a été dessinée par Focard. Et après, dessinée par Bourgi, par Omar Bongo, par Mobutu Sese Seko, et je passe. Et ça continue toujours. Donc, ils font partie de ce système-là. Ce système-là, c'est quoi? C'est de favoriser l'enrichissement des entreprises du CAC 40, à savoir Total. Avant, c'était Elf, à savoir Vinci, à savoir Lafarge, à savoir toutes les grandes sociétés que vous connaissez comme Dassault, ceux qui fabriquent les avions. Donc, on met ces sociétés-là en place qui favorisent un politicien dans un pays et qui va, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont assouvir les désirs économiques de l'État français. Ils vont dire, par exemple, augmenter le niveau de vie des Ivoiriens. Ils vont dire, par exemple, augmenter les taxes de l'électricité. Ils vont dire, par exemple, diminuer les réserves qui sont faites pour l'école. Ils vont dire, par exemple, à partir d'aujourd'hui, vous devez augmenter la scolarité pour les L1, pour les CP1. Ils vont dire, par exemple, supprimer la dictée. Tout ça, ce sont des moyens qui sont mis en place afin de pouvoir abrutir la jeunesse
et avoir plus de richesses humaines pour ne pas qu'il y ait d'intellectuels qui vont compétir dans le marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des blocages. Ils vont dire, par exemple, on arrête les voitures de moins de 5 ans. On arrête les voitures de plus de 5 ans parce qu'ils savent que la population a un certain pouvoir d'achat sur ça. Donc, on va chercher à réduire drastiquement le pouvoir d'achat des Ivoiriens. On va chercher à réduire la qualité de vie de l'Ivoirien. On va chercher même à mettre en quarantaine l'Ivoirien. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est même pas un système économique, c'est un cartel, c'est une mafia. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? Ceux qui vont assouvir à cette politique européenne vont en bénéficier. Et ce seront eux les milliardaires. Parce que, en le faisant, ils ont des pourcentages en tant qu'actionnaires dans ces entreprises-là. La preuve. Parce que vous prenez le fils du président, bon, son fils Loïc Foloro, qui détient la manne financière du café cacao. Ce sont eux qui fixent les prix en Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, les prix, même s'ils chutent ou pas, devaient rester au moins 5 000 lorsqu'on prend la fixation des prix au niveau de si vous voulez, du marché international. Mais ils prennent pas ça en compte. Ils se fixent sur des parités qu'ils se fixent à eux-mêmes pour mieux s'enrichir. Sinon, en réalité, le port autonome d'Abidjan, je le répète, le simple port autonome d'Abidjan peut enrichir tous les Ivoiriens. Le simple port, parce que nous avons une population à hauteur, je crois, de 20 millions d'Ivoiriens de souche. Et le reste, ce sont des étrangers. Ce n'est pas des personnes qui ont la nationalité, mais des étrangers. Donc, on a la plus grande concentration d'étrangers. Et ça joue aussi sur notre économie. C'est pas mauvais, mais c'est mauvais dans la mesure où certains ne respectent pas les règles économiques. Un exemple, vous allez voir les entreprises, il y a les Libanais, où les Ivoiriens sont mal payés, sont maltraités, et leur droit de travail n'est pas respecté. Quand c'est comme ça, cet étranger-là doit être expulsé. Mais ça va venir, je pense que lorsque ça va changer, les politiques d'immigration seront mises en place. Mais en vérité, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On appauvrit l'Ivoirien au maximum pour s'enrichir au maximum. Et c'est ça la politique qu'ils font, parce que ça n'a rien à voir avec le libéralisme économique. Quand vous prenez la politique libérale au Canada, c'est différent. La politique libérale aux États-Unis, c'est différent. Ils font du libéralisme, mais les gens s'enrichissent. Mais la façon de faire en Côte d'Ivoire, c'est plus mettre en quarantaine les Ivoiriens, les abrutir, les ostraciser et pouvoir maintenir la politique financière. Maintenant, le problème de ça, si on enlève cette politique, on va subir les conséquences, mais on va pouvoir les supporter. Ça sera quoi? Le terrorisme. Ils vont mettre en place des systèmes terroristes, parce que comme ce qu'ils le font au Burkina, au Mali et autres. Parce que figurez-vous, vous avez un article de pas Jeune Afrique, mais Mediapart, qui stipule que Lafarge finance la société Lafarge, qui est chargée dans la composition des énergies renouvelables, finance des terroristes qui viennent dans le Maghreb et qui viennent détruire les familles dans les villages. C'est fait exprès, afin de pouvoir maintenir leurs ressources énergétiques. Je vais pas garder trop la parole. C'était juste une mission. Tu as parlé des chiffres. Tu vas pas nous laisser comme ça. C'est ton domaine d'ailleurs. C'est ton domaine. Parce que les Ivoiriens sont fatigués du deuil. Les Ivoiriens sont fatigués. Et comme c'est ton domaine, quand tu parles, mais je t'entends mal, ça me fait mal. J'aime bien quand la voix résonne. Ah, d'accord. Au fait, là, aujourd'hui, là, l'État de Côte d'Ivoire dit que nous avons fait une progression. Comme c'est les gens l'État de Côte d'Ivoire dit que nous avons fait une progression au niveau des leaders. C'est des chiffres, c'est des gens qui ont la maladie de ça. Bon, l'État de Côte d'Ivoire nous dit qu'ils ont fait une progression de 17% de 2011 à 2022. Comment tu expliques ça? Ok. En réalité, comme j'explique, c'est du maquillage. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire se réfère, pas à la Banque mondiale, mais se réfère au Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international vous donne des critères d'évaluation du produit intérieur brut ou du produit national brut qu'on appelle PIB, PNB. Fonds monétaire international, FMI, c'est ça? Ouais, le FMI. Et ils ont l'idéologie du produit intérieur brut en fonction du niveau de, si vous voulez, de crédit qu'ils vous donnent. Et en fonction de comment vous concrétisez ce qu'ils vous demandent de faire. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous êtes la Côte d'Ivoire qui est monsieur l'unique, vous allez demander, par exemple, 2 milliards au Fonds monétaire international pour faire par exemple une route. Le Fonds monétaire international va vous dire, ok, si vous voulez faire une route, voilà comment vous devez faire. Vous allez augmenter les factures de CIE chez les Ivoiriens. Vous allez faire des hôpitaux, mais vous n'allez pas mettre des blocs opératoires. Au niveau de l'école, vous allez par exemple supprimer... Il y a comme l'impression que tu as mis ton écouteur. Non, j'ai pas mis d'écouteur. Attends. Là, tu vois, là, on t'entend bien maintenant. C'est comme, bon, je pense que tu avais fermé, tu avais mis ton doigt où tu parlais. Ah, d'accord. Voilà, là, on t'entend bien maintenant. Donc, je disais,
Lorsque vous prenez des milliards au Fonds monétaire international, eux, ils ont des critères d'évaluation. Et lorsqu'ils vous donnent ces milliards, ils vont vous exiger des choses, comme par exemple, la route que vous allez faire sera un pont payant. Le pont que vous allez faire en place, le carburant aussi sera élevé à un certain niveau. Les factures d'électricité que les Ivoiriens vont payer seront élevées. Le niveau de coût de la vie, que ce soit au niveau de l'immobilier, sera aussi élevé. Donc, quand la Côte d'Ivoire respecte ces critères, on parle d'augmentation de croissance. Mais ça n'a rien à voir avec les moyennes nationales du pays. C'est pour ça que vous avez l'impression que les chiffres augmentent, mais la réalité, on est sur Mars pendant que eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui se passe. Sinon, les vrais chiffres de la Côte d'Ivoire, c'est des chiffres qui sont déplorables. Parce que lorsque la dette est abyssale, c'est-à-dire elle a plus de 48 000 milliards, et que le service de la dette, c'est-à-dire comment utiliser la dette pour produire de la richesse, c'est à, je vais dire, c'est à plus de 0%. Parce qu'en réalité, les 3 000 milliards qui ont été saisis dans ces 43 000 milliards pour faire des routes et autres, n'ont nécessairement pas servi à créer de la richesse en Côte d'Ivoire. En contrepartie, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des détournements massifs de fonds qui ont poussé le GAFI à faire des enquêtes sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'en termes de bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire est un narcotrafic, où c'est la drogue qui passe à foison, où ce sont des marchés de gré à gré qui sont faits. Donc tous les 17%, vous voyez les 7%, vous voyez les 8%, ça c'est du n'importe quoi. Ce sont des chiffres qui sont fixés directement par le Fonds monétaire international. C'est pour mieux donner des dettes et encore des dettes à la Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, c'est pas ce qui touche l'Ivoirien. Même si l'État vous montre le vrai niveau de l'IDH, sachez que c'est référé seulement au Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est juste pour faciliter les dettes. Toi, tu as une question à poser, sinon je continue mes questions. Hein. Donc, vas-y pour les... Ok. Est-ce que ça veut dire que le Fonds monétaire, le FMI, est une institution très dangereuse pour les pays africains? Bon, en réalité, comme je l'ai dit, hein, je vous avais dit, ça c'est un peu de l'histoire qu'on va faire. Parce que le monde, il est économique. Hein, et ce sont ceux qui détiennent la plus grande masse économique qui dominent le monde. Lorsque vous envoyez de l'argent, la plupart du temps sur Wave et par transfert, MoneyGram et tout ça, si vous faites pas attention, sur votre relevé bancaire, vous pouvez vérifier, hein, ou bien le dépôt l'échec, vous allez voir SWIFT. C'est écrit SWIFT. C'est un programme financier mondial. Donc, où toutes les actions économiques sont fluides là-dessus. Et ce programme-là a été mis en place par les puissants de ce monde, les grosses sociétés, comme les fonds Vanguard et tout ça, qui ont des gros financements, qui ont de gros réserves d'or, qui financent même des États. Et ces personnes-là mettent en place des organismes comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, afin de financer les États pour mieux les utiliser et mieux les exploiter. Voici pourquoi la Chine se prive de prendre des fonds au niveau du FMI. Voici pourquoi l'Iran se prive de prendre des fonds au niveau du FMI et la Russie pareillement. Parce que lorsque vous prenez cet argent-là, ça jouera à la fin sur la destinée de votre population. Donc en réalité, le FMI, c'est l'arme économique de ces impérialistes-là, malheureusement. Je peux rajouter juste une chose là-dessus. En effet, hein, je suis d'accord avec Cissé, mais en même temps, faudrait que nous on comprenne une chose, que généralement, hein, les États n'ont pas d'amis. Les États ont que des intérêts. Donc, partant de ce fait-là, eux, ils ont créé un système où ils pourront se protéger, eux, puisque eux, ce sont des États. Donc, eux, ils pensent à leurs intérêts. C'est à nous aussi de penser à nos intérêts, tout en créant un système endogène sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir nous sortir de tout ça. C'est-à-dire que quand on aura le rapport de force, c'est pas forcément les armes, hein, mais c'est pouvoir imposer sa façon de voir ou sa façon de parler ou bien sa façon, ses objectifs en tant qu'État. Tu comprends? Quand on pourra imposer notre façon de faire, on pourra toujours traiter avec ces organismes-là, mais ça sera à nous d'imposer ce qu'on souhaite parce que c'est nous qui avons les ressources premières. D'où la naissance des BRICS. Voilà, d'où la naissance des BRICS. C'est-à-dire qu'on pourra marchander, on peut même marchander ou acheter des devises ou acheter ce qu'on veut acheter, mais à partir de nos ressources. Et c'est faisable. Le Mali le fait, le Burkina le fait.
C'est juste qu'on avait mis les Africains dans une bulle où on se disait que sans ces personnes ou ces organismes qu'on a connus depuis des lustres, on ne pouvait pas le faire. Pas Mais parce qu'il n'y parfois, avait pas des Africains qui le comprenaient, mais parce que à chaque fois que d'autres essayaient d'émettre des idées différentes, on essayait de les faire taire. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes dans un monde avec Internet, donc ça a ouvert beaucoup plus les yeux des Africains. Donc, il faut qu'on comprenne une chose. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas un monde de bisounours. C'est un monde où chacun protège ses intérêts. Et c'est de bonne guerre. C'est à nous maintenant de trouver le juste milieu pour pouvoir déjà prendre soin de notre population et préserver nos acquis. Voilà ce que je voulais rajouter. Mais moi, attends, la Côte d'Ivoire est endettée auprès du FMI à hauteur de plus de 2000 milliards. 2000 milliards de dollars, je sais pas bon. Ouais, 2000 milliards de dollars, c'est ça. Est-ce que, selon ton développement, ça veut dire que tout ce qui est construit, toutes ces infrastructures qui sont construites en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui encaisse, mais c'est ceux qui ont donné le prêt, ceux qui ont investi, qui ont donné le prêt, qui encaissent l'argent, parce que tu as parlé des ponts à péage et tout, qui sont mis en plein Abidjan et tout. Est-ce que ça veut dire que c'est le FMI qui encaisse ou c'est eux qui ont imposé ça à la Côte d'Ivoire, mais derrière c'est l'État de Côte d'Ivoire qui encaisse l'argent, je sais pas. Est-ce que ça veut dire que c'est le FMI qui encaisse ou bien c'est l'État de Côte d'Ivoire qui encaisse? C'est à moi de répondre ou oui, c'est à étoile filante. Ok. Comme j'avais dit tout haut, lorsqu'on vous donne un financement, lorsqu'on vous donne une dette, c'est avec des conditions. Et dans les conditions, il y a la façon dont vous allez avoir ce qu'on appelle l'argent, le bénéfice de ce que vous avez construit, qu'on appelle la recette fiscale. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, en termes de recettes fiscales, les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire sont aux abois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait un pont, lorsqu'il y a l'argent qui vient, il y a malheureusement des transactions financières noires qu'on va mettre sur des fonds offshore, comme par exemple en Suisse, ou comme on appelle ça même dans les pays de l'Amérique latine, qui ont qui ont la fiscalité assez basse, où l'État de Côte d'Ivoire peut se permettre, à travers ces individus, de mettre l'argent de côté, comme ce qui s'est passé avec le SNEDAI. Donc en réalité, lorsque l'argent est produit, ça se partage entre eux et le FMI. Mais ça ne vient pas dans les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire. Peut-être après, ils vont décider que 1% vient dans les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire, mais en réalité, ils s'enrichissent entre eux. Raison pour laquelle vous allez voir à la Sodexam, il y a eu plus de 600 millions de francs CFA qui ont été détournés. SNEDAI, plus de combien de milliards qui ont été détournés. Le FER, plus de milliards. Ce sont des recettes, au fait, qui sont détournées. Et qui sont partagées aux insus de tous avec les individus. Et où la plus grosse part, où il y a le plus grand détournement, c'est le port autonome d'Abidjan, où on a les plus grandes taxes élevées au niveau de la CEDEAO. C'est fait exprès pour faire des surfacturations, pour mieux s'enrichir. Et après, le peuple ne gagne rien. Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, le seul port autonome de la Côte d'Ivoire pouvait nourrir tous les Ivoiriens. On pouvait avoir un niveau moyen où ceux qui ne travaillent pas peuvent être payés, où les femmes qui sont veuves peuvent être payées, et les étudiants qui ont des bourses et auront leur logement payé, soit aux États-Unis ou en France. Ils peuvent le faire simplement avec le port, même pas avec les entreprises. Mais malheureusement, vu que les recettes fiscales sont détournées, les chiffres sont maquillés, ce sont eux qui s'enrichissent. Raison pour laquelle le GAFI est venu sur la Côte d'Ivoire. Et justement, pour ajouter un peu à ce que Ali disait, justement, c'est pour ça que, en fait, quand ils donnent, par exemple, les prêts, en même temps qu'ils donnent les prêts, en même temps qu'ils font le lobbying. C'est-à-dire que, par exemple, si l'État décide de prendre un prêt pour faire des constructions, par exemple, de routes, eux, ils donnent les prêts, mais c'est leur société qui s'occupe de gérer les constructions de ces ponts-là. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on te donnait de l'argent et qu'on le récupérait. Et en plus de ça, tu dois payer un taux d'intérêt. Je sais pas si tu comprends ce que je dis, l'unique. Ça veut dire quoi, l'unique? Moi, je te donne, tu viens me voir. Je vais te voir, par exemple. Je prends un prêt avec toi. Et je te dis que bon, l'unique, le prêt que j'ai pris, que je te donne là, ce que tu veux faire là, je souhaite que ce soit ma société qui le fasse. Sauf que l'argent que je te donne là, si c'est ma société qui doit le faire, tu me redonnes mon argent.
Mais en même temps, tu seras obligé de me rembourser. Donc, c'est comme si on donnait de l'argent. On prêtait de l'argent en Côte d'Ivoire à nos États. Donc, à quel Et en même temps, moment, par derrière, on récupère l'argent et nos États sont obligés de payer les taux d'intérêt par derrière. Donc, on est toujours endetté. Et eux, ils récupèrent leur argent beaucoup plus. ok. Donc, à quel moment le RDR nous dit qu'on vit dans un pays développé? Parce que c'est le programme de société. Hein. Matin, midi, soir, la Côte d'Ivoire est un pays développé. La Côte d'Ivoire est un pays développé. Sauf que, dans le fond, à quel moment, moi je veux savoir à quel moment il nous parle de développement avec tout ce qu'on essaie de numérer actuellement là. Ah, si. À quel moment le RDR nous vend ce truc-là, le développement là? Ça, c'est tellement large. Ça nécessite un débat sur ça. Bon, on va un live sur ça, mais je vais être plus bref. Au fait, c'est parce que la population ivoirienne n'est pas véritablement éduquée et outillée en termes d'information sur l'économie. Et outillée aussi en termes de réalité, ce qui est le système de comment l'argent fonctionne. Donc, c'est facile de mentir à son peuple. La preuve, vous avez vu la dernière fois, le procureur de la République vous dit que si un commentaire est fait, l'auteur du commentaire, le modérateur, sont immédiatement coupables. Alors que la Constitution le contredit. Vous avez vu ça sur NCI, les avocats ont donné des articles, même si M. Atubanga a tenté quand bien que mal de faire accepter la mythologie, mais ça a été dit. Donc c'est comme ça au fait. L'État de Côte d'Ivoire ment facilement à son peuple. L'État de Côte d'Ivoire a l'image de son président qui est un boulanger, un farceur. Donc chacun fait son théâtre. Et donc la population est mise dans une scène théâtrale où il y a le film qui est derrière, qui est, si vous voulez, la production économique et les mensonges qui sont faits. Sinon, pour vous dire, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre et très endetté. C'est ça la signification économique. Pourquoi? Parce que quand le président va partir, vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez donné des états financiers, c'est-à-dire toutes les productions financières des entreprises qui vont publier. Vous serez choqué de ce qui se passe dans le ministère public. Vous serez choqué de voir ce qui se passe dans le ministère de la Défense. Vous serez choqué de voir ce qui se passe dans le ministère de l'Industrie et de l'Énergie. Vous serez choqué quand vous allez voir que ce sont des individus qui encaissent les recettes fiscales à hauteur de milliards et de milliards. Des milliards qui sont censés effectivement faire des maisons pour les personnes qui ont eu les maisons cassées, avoir des médicaments de bonne qualité mais à coût bas, permettre aux femmes d'avoir la grossesse gratuite, de faire des opérations pour ceux qui sont victimes du cancer et de ne pas les payer, bien sûr en priorisant l'ivoirien, parce que je vous ai dit quoi, la politique est liée au protectionnisme ivoirien. Mais malheureusement, ils ont fait sauter le verrou, donc tout ce qui se passe, ce n'est que du théâtre. Mais si on a un live, je pourrais expliquer c'est quoi le développement, quels sont les critères de développement. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas mal. Les Ivoiriens sont là. Je veux juste rajouter. Voilà, tu peux expliquer, hein, allez là, c'est pimenté. Hein. N'oubliez pas le 4. Hein. Au-delà, on tout casse. Vas-y, maman, vas-y. J'aime bien quand c'est sur un panel parce que, voilà, c'est de la ressource. On t'entend très mal, très mal. J'ai dit, j'aime bien quand c'est sur un panel parce que c'est. Je vous salue, hein. On dit quoi? Oui, Dieu connaît, tu connais. Comment tu vas? Mais depuis, je vous salue là, vous me jetez en brousse. Mon frère, on attendait. Ado nous a dit qu'on est payé émergent. Voilà, dans le 4 là, tout le monde va sortir alors. On a un économiste qui est là. Quelqu'un qui a fait. Donc, on va doser dedans. Vas-y, maman. Voilà, donc je voulais juste revenir sur le volet de l'analphabétisme. Donc tu comprends maintenant, l'unique, pourquoi on maintient nos populations ou notre jeunesse dans un vice où on n'investit pas dans leur éducation. Comme ça, on peut venir leur sortir des chiffres, leur faire miroiter les chiffres, sans pour autant qu'ils se posent des questions. Parce qu'un peuple qui est éduqué, qui est qualifié, va être beaucoup plus regardant sur la chose des biens publics. Et comme eux, ils sont dans de la gabégie, dans du népotisme, ils n'investissent pas dans l'éducation parce que plus la population est abrutie, plus les gens sont des ignares, plus les gens ne regardent pas, plus les gens ont fait. La première priorité qui sera dans leur tête, c'est de comment avoir pour manger. Parce que celui qui a faim, là, il n'a pas le temps de regarder ce qui se passe en haut. Est-ce que tu comprends? Mais quand on a des Ivoiriens qui sont qualifiés, qui connaissent, qui maîtrisent, on a investi dans l'éducation, ces Ivoiriens-là, le taux d'analphabétisme
est en baisse, on aura une population qui sera beaucoup plus regardante sur ce que les gens font du bien de l'État, puisqu'ils seront qualifiés pour. C'est pour ça en France aujourd'hui, tu vois que quand il y a des situations qui se passent, mais les Français sortent pour parler parce que ils savent, ils regardent la chose de l'État. Et leurs dirigeants n'ont pas intérêt à faire du népotisme parce qu'ils ont une population qui est qualifiée et qui comprend la chose du bien public. C'est ce que je voulais rajouter. Non, mais Cissé, attends, avant même que Cissé prenne la parole, okay. Famille, le 4 là, tout ce travail qu'on est en train de faire là, c'est pour le, en tout cas, c'est pour les Ivoiriens et c'est pour qu'on se libère de cet économiste là, tout venu de Manhattan. C'est qui? Pennsylvanie, c'est ça, non? Voilà, qui aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir quel est le rôle d'un économiste dans un pays. Parce que pas d'économiste là, vraiment, c'est compliqué. Quel est le rôle d'un économiste dans un pays? C'est de s'endetter plus ou bien c'est de faire profiter à son peuple, en tout cas, tout ce qui doit venir de l'extérieur. Vas-y, on t'écoute, Cissé. Je vais dire au sens terre à terre, l'économie c'est comme quelqu'un, une maman qui donne une banane, une seule banane à 8 enfants et il reste encore de la banane. Je dis bien une seule paire de bananes à 8 enfants et il reste encore de la banane. Donc l'économie c'est d'abord l'amour de son peuple. D'abord ça, l'amour de son peuple. Et ensuite la gestion des petites ressources qu'on a pour produire encore plus de ressources. C'est ça l'économie. Maintenant il y a la manière de faire. Soit je suis socialiste, c'est-à-dire je vais privilégier la domination du marché par l'État, c'est-à-dire c'est moi l'État qui fait tout. Certes les entreprises viennent, mais c'est moi l'État qui dicte tout. C'est moi qui donne l'argent. Ou je suis libéral. Je permets à tout le monde d'avoir de l'argent, tout le monde faire ses marchés, mais je vais juste fixer des règles. Mais les deux ont une notion ensemble, c'est quoi? C'est le protectionnisme national. Maintenant, chacun a fait comme il voulait. Au fil du temps, ça a évolué. Il y a eu le capitalisme, il y a eu le capitalisme moderne, il y a eu le socialisme, il y a eu le socialisme de Lénine qui a évolué avec celui de Karl Marx et qui a, avec la chute du mur de Berlin, ça a montré les limites de la politique même socialiste, mais qui c'était normal parce qu'ils étaient dans une guerre de fabrication d'armes, donc ça les a épuisés financièrement. Mais aujourd'hui, la Russie a un parfait modèle de politique socialiste qui est plutôt moderne. Donc ça dépend de comment vous faites. Mais si vous prenez les États-Unis et la Russie, c'est deux domaines économiques différents. Les deux, qu'est-ce qu'ils font? On garde les ressources pour le peuple, ce que la Russie fait et ce que les États-Unis font. On protège son peuple, ce que la Russie fait, ce que les États-Unis font, mais chacun a sa façon de le faire. Aux États-Unis, ils ont le Down Street là-bas à New York, à Manhattan, où là-bas ils ont les marchés financiers les plus évolutifs à cause de la masse d'entreprises industrielles électroniques qu'ils ont. En Russie, ils ont aussi les marchés qui n'est pas aussi développé que les États-Unis, mais qui arrivent à être adaptés à la population. Donc, il y a l'effet du type de population que vous avez, du type de pays que vous avez, puis l'économie que vous voulez déployer. Donc, l'économie, c'est en réalité, c'est quelqu'un qui va utiliser les ressources que chacun de nous, on lui donne pour faire plus de ressources et permettre aussi de protéger ces personnes-là contre les conjonctures économiques, contre les étrangers et tout. Parce qu'il faut les protéger. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis Alassane Ouattara n'est pas un économiste. Parce que ce qu'il lui fait, c'est quoi? C'est non seulement ne pas donner les ressources aux Ivoiriens, les faire souffrir et faire profiter d'autres personnes. C'est pour ça que c'est pas l'économie. C'est du théâtre. Donc lui, c'est un grand acteur d'Hollywood. Il devait avoir un Oscar même, je crois, en 2011 là. Mais c'est ça, en fait. Franchement. Excusez-moi. Tellement on est perdu, voilà. On comprend plus rien. Ouais. Le gars, si. Zé, l'affaire, si est compliquée. Ah, l'affaire, si. Un économiste, vraiment. Moi, ma question, c'est. Bonsoir, hein, monsieur Cissé Ali. Ma question, c'est vraiment. Quand Ouattara venait, hein, il venait en Côte d'Ivoire, il venait au pouvoir, il cherchait à venir au pouvoir. Il avait dit que il avait des bateaux, des avions, les trucs et tout ça. Est-ce que réellement quelqu'un qui est un économiste
peut avoir tous ces trucs-là. Quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir, il a juste été économiste, travaillé à FMI. Est-ce que il peut avoir tous ces trucs-là? Est-ce que dès le départ, simple fonctionnaire peut avoir tous ces trucs-là pour venir brandir ça dans ses campagnes et tout ça? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'il était ministre de la Côte d'Ivoire en 92 et il a volé nos ressources. C'est possible parce que en 90, lorsque Houphouët le met au pouvoir, Houphouët lui donne la valise financière de la Côte d'Ivoire. Donc, il va réformer tout ce qui est politique économique de la Côte d'Ivoire. Il y avait déjà les formes de refondation que le PDCRDA tentait de faire, comme la centrale d'Azito, le pont HKB, tout ça, c'était des programmes comment on appelle ça, du PDCRDA. Donc, quand Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir, il va faire de la prédation financière par le biais de sa femme. Parce que Madame Dominique Ouattara gère tout le pactole immobilier de Félix Houphouët-Boigny. Donc, elle est une manne financière colossale. Le vieux étant malade, il n'a pas les yeux là-dessus, elle le gère. On écarte la femme de Félix Houphouët-Boigny et on aspire à épuiser financièrement la Côte d'Ivoire. Et il le fait par le biais de qui? Par le biais de celui qui l'a soutenu au départ, je crois c'est monsieur, j'oublie son nom, qui l'a soutenu pour qu'il soit président de la Côte d'Ivoire et que Laurent Delors Fologa a refusé. Donc ce sont ces finances-là qui lui ont permis d'avoir ce que vous voyez aujourd'hui. Ok, je comprends votre réponse. Ouais. En tant que, il peut en tant qu'un volet politicien, non pas un fonctionnaire. Je comprends. Non, pas un fonctionnaire, parce qu'il était premier ministre de la Côte d'Ivoire, donc il a commencé déjà à supprimer certaines entreprises, à privatiser certaines grosses sociétés à son nom, et qui sont toujours à son nom actuellement. C'est pour ça qu'il est aussi riche. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'économie. Parce que au FMI, lorsqu'on a dit directeur général du FMI, on ne touche pas moins de $. Si, ce que vous dites là, c'est grave. Donc, quand le président Félix Houphouët-Boigny a confié la gestion de l'État, le président Alassane Ouattara a profité de ça pour dépouiller le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que je comprends? C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Le truc, c'était quoi? C'était qu'il nationalise les entreprises, tue tout ce qui est entreprise publique, à savoir les banques publiques. Parce que, je vous ai dit, c'est pas un économiste, hein, parce qu'un économiste aime les banques publiques. Il n'aime pas seulement le privé, il aime aussi les banques publiques. Mais il supprime les banques publiques, il favorise ces réseaux de la France. Pourquoi il n'y a pas eu de scandale dessus? Pourquoi il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de scandale parce qu'il est le premier ministre et il a fait de la magouille au niveau comment on va dire, des magistrats. Le magistrat de l'époque a été démis de ses fonctions. Ils ont nommé un magistrat qui était choisi par le président Alassane Ouattara. Et dans ce groupe de magistrats, c'est elle qui est aujourd'hui chef de la Conseil constitutionnel. Tout a été dessiné depuis les années 80. C'est lorsqu'il part que Bédié arrive et qu'il voit l'écart de dette et de prédation financière qui a été fait par M. Alassane Ouattara. Mais voulant équilibrer ça, les victimes du coup d'État et puis voilà, là où la Côte d'Ivoire sont. C'est un peu ça. Bon, sur ce point-là, moi, je suis pas trop d'accord avec Ali. C'est aussi ça le débat. Hein. Quand je dis pas trop d'accord, je suis d'accord avec le fait que Ouattara est volé en étant Premier ministre. Mais moi, je pars du fait que si tu n'ouvres pas ta porte, le voleur n'y entre pas. Et si dans ta maison, le voleur doit voler, mais c'est bien évident qu'il puisse avoir des acolytes. Donc, moi, je ne vais pas dédouaner certains Ivoiriens qui étaient dans la fonction publique et qui ont participé avec Ouattara. Parce que pour que Ouattara puisse voler, il a fallu qu'il y ait des fils ivoiriens qui le lui permettent et qui l'ont accompagné dans cette forfaiture. Le ministre Laurent Delors Fologa ne l'a pas fait, mais il y en a eu qui ont fait. Donc moi, je pars du principe que si je veux m'améliorer, je dois être capable de voir mes lacunes et d'en tirer comment on appelle ça, des valeurs pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Donc oui, Ouattara a volé, il a fait de la gabégie, mais en complicité avec des Ivoiriens qui travaillaient dans la fonction publique. Exactement, c'est ce que je disais. Je suis d'accord avec ça. J'ai pas développé. Après, je peux apporter aussi une réponse à Étoile. Je suis pas d'accord avec de réponse. Ok.
nous sommes dans un débat, je ne suis pas d'accord avec toi aussi, Étoile. Il rit sauveur. Donc, on peut ne pas être d'accord, nous, mais c'est pas pour faire la passe à dos, ça passe pas. Non, jamais on va faire la passe à dos. Non, j'ai pas fait la passe à dos. Non, je ne parle pas de toi, je parle on peut ne pas être d'accord, seulement là. Moi, j'ai pas. Il n'a jamais raison. Moi, j'ai pas du principe que déjà le terrain, avant que Ado n'arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire, là, le terrain était déjà préparé. Que tu sois